coût du blé bat des records. Sur la bourse de Chicago, le boisseau de 25 kg de la céréale a vu son prix franchir les 6,6 $, un niveau inédit depuis près de 5 ans. En cause notamment les inquiétudes liées à la sécheresse qui frappe la Russie et les USA, principaux exportateurs mondiaux. Cette hausse des cours intervient dans le sillage d'une forte demande et surtout de la montée des craintes sur les impacts de la mauvaise météorologie en Russie et aux États-Unis, qui fournissent plus du tiers des expéditions mondiales. En effet, en Russie, premier exportateur mondial, la sécheresse fait rage dans plusieurs régions agricoles comme le district fédéral du Sud, qui produit plus de 40% de la récolte de blé d'hiver du pays. Selon les prévisions les plus pessimistes, cette situation pourrait réduire de 15% les superficies emblavées en blé du pays. Du côté des États-Unis d'Amérique, les inquiétudes sont principalement liées au prolongement du temps chaud et sec en raison de la Niña. Le phénomène climatique, qui pourrait en effet durer jusqu'en mars 2021, devrait réduire le volume de précipitations dans les plaines du Sud, comprenant notamment l'État de Kansas, comptant plus de 25% du stock national de blé d'hiver. D'après certains observateurs, si ces diverses préoccupations sont fondées, elles restent cependant à relativiser sur le long terme. Globalement, le marché devrait être bien approvisionné avec une récolte mondiale record de plus de 773 millions de tonnes, d'après les dernières estimations du département américain de l'agriculture USDA. En outre, selon l'institution, les stocks mondiaux en fin de campagne 2020-2021 devraient atteindre un niveau historiquement élevé. Il faudra attendre 2023 pour que les volumes du trafic aérien sur le continent africain rebondissent pour atteindre au moins leur niveau de 2019. C'est l'avis de l'Association internationale du transport aérien IATA qui a revu ses projections ce 21 octobre. D'ici la fin de l'année, le nombre total de voyages sera d'environ 45 millions selon les prévisions. En 2021, la demande devrait se renforcer à 45% des niveaux de 2019 pour atteindre près de 70 millions de voyageurs sur les vols à l'intérieur du continent. L'IATA constate que les réservations au 4e trimestre montrent que la reprise continue de faiblir, alors que les voyages intérieurs reprennent à travers l'Afrique. À mesure que les pays rouvrent leurs frontières, les voyages internationaux restent fortement limités, car les principaux marchés, y compris l'Union européenne, restent fermés aux citoyens des pays africains. Actuellement, les résidents de seulement 2 pays africains, le Rwanda et la Tunisie, sont autorisés à entrer en frontière de l'Union européenne. Cette chute du trafic est l'un des inconvénients de la COVID-19 qui plonge les compagnies aériennes dans une zone de turbulence. 4 compagnies aériennes à travers l'Afrique ont déjà cessé leur activité à cause de l'effet COVID-19. 2 sont sous administration volontaire et beaucoup d'autres sont en grave détresse financière, fait remarquer l'organisation. Sans aide financière urgente, davantage de transporteurs ainsi que leurs employés sont menacés, tout comme l'industrie africaine du transport aérien dans son ensemble qui soutient 7,7 millions d'emplois sur le continent. Les gouvernements du Rwanda, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso ont promis un total de 311 millions de dollars en soutien financier direct au transport aérien. Un montant supplémentaire de 30 milliards de dollars a été promis par certains gouvernements, organismes financiers internationaux et autres institutions, notamment la Banque africaine de développement, la Banque africaine d'import-export, l'Union africaine et le Fonds monétaire international pour le transport aérien et le tourisme. Cependant, la plupart de ces secours ne sont pas encore parvenus à ceux qui en ont besoin, souligne par ailleurs l'IATA. La Tanzanie dispose d'une nouvelle usine de production de cuir. Elle a été inaugurée par le président John Magufuli qui, consentant un investissement de 59 milliards de dollars pour qu'elle soit installée, espère qu'elle réduira les importations de chaussures de l'étranger. Cette usine est capable, selon les déclarations, de produire 1,2 million de paires de chaussures par an et 184 500 pièces d'autres produits en cuir, ceintures et portefeuilles par exemple. 3 000 emplois directs et 7 000 indirects sont estimés pour cette usine. Selon le président John Magufuli, la demande de chaussures en Tanzanie s'élève à 54 millions de paires par an, alors que les 5 industries de cuir du pays produisent au total 1 715 millions de paires par an. D'ici les 2 prochaines années, j'espère que les Tanzaniens cesseront de porter des chaussures importées, a déclaré John Magufuli, cité par Xinhua, et d'ajouter
nous devrions commencer à cultiver l'habitude d'acheter des produits fabriqués localement. Booster les investissements en Zambie. C'est le but de 2 accords signés jeudi entre la Zambie et l'Union européenne. Il s'agit d'un montant de 54 millions de dollars selon l'agence de presse Xinhua citant des sources officielles. Ils permettront à Lusaka d'obtenir cette subvention afin de mettre en œuvre des programmes visant à créer un environnement économique favorable aux investissements. Les 2 conventions visent à attirer plus d'investissements dans le pays d'Afrique australe, miné depuis quelques années par une crise économique inquiétante. Le financement fourni par l'Union européenne servira notamment à mettre en place un programme de soutien à la gouvernance économique ainsi qu'un programme d'efficacité énergétique et de transformation durable de la Zambie. Grâce à ces conventions, les autorités espèrent améliorer le climat des affaires en Zambie et créer un cadre économique favorable aux investissements. Il permettra, entre autres, d'améliorer le niveau des prestations de services du gouvernement en faveur du secteur privé et des populations. Lutter contre la faim dans le monde est une mission à laquelle tout le monde doit participer, et surtout ceux qui disposent de plus de moyens financiers. C'est du moins ce que suggère un souhait du Programme alimentaire mondial PAM. L'organisation onusienne, Prix Nobel de la paix 2020, souhaite que les milliardaires et les grandes sociétés mondiales s'investissent davantage dans les efforts qui se font dans ce sens. Un appel est lancé par le directeur exécutif mondial du PAM, en une période où l'organisation recherche les ressources nécessaires à ses opérations. En effet, rien que pour le prochain semestre, le Programme alimentaire mondial recherche environ 7 milliards de dollars et 15 milliards de dollars supplémentaires en 2021. Par ces temps de la COVID-19, les États principaux contributeurs du PAM, les États-Unis, l'Allemagne et la Grande-Bretagne en tête, semblent plus préoccupés par la lutte contre la maladie à coronavirus qui nécessite des ressources non négligeables pour leur pays. La générosité des milliardaires et des grandes sociétés pourrait renforcer la cagnotte. L'année prochaine nous angoisse au-delà de l'imagination. Immédiatement ou à court terme, nous avons besoin que le secteur privé mette la main à la poche pour combler le déficit. Dans le cas contraire, la situation pourrait être catastrophique. Nous avons le vaccin contre la faim, et cela a un nom, la nourriture. Nous avons juste besoin d'argent, a déclaré le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial. 2019 a connu une augmentation de 9,5% de la dette extérieure totale des pays éligibles à l'initiative de suspension du service de la dette DSSI. Ces chiffres soulignent l'urgence pour les créanciers et les emprunteurs de collaborer afin d'éviter le risque croissant de crise de la dette souveraine provoquée par la pandémie de Covid-19. En 2019, le rythme d'accumulation de la dette de ces pays était près de 2 fois supérieur à celui des autres pays à faible et moyen revenu. Avant le début de la pandémie de Covid-19, l'augmentation des niveaux de la dette publique était déjà une source d'inquiétude, en particulier dans de nombreux pays les plus pauvres du monde. En réponse à un appel de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI, le G20 a approuvé l'initiative de suspension du service de la dette DSSI en avril 2020 pour aider jusqu'à 73 des pays les plus pauvres à gérer l'impact de la pandémie de la COVID-19. Le montant de la dette des pays éligibles au DSSI envers les créanciers bilatéraux officiels, composés principalement de pays du G20, a atteint 178 milliards de dollars en 2019 et représentait 17% des flux de dette nette à long terme des pays à faible et moyen revenu. Au sein du groupe des créanciers du G20, il y a eu des changements importants caractérisés par une augmentation marquée des prêts accordés par les pays membres du G20 qui sont eux-mêmes des pays à revenus intermédiaires. Par exemple, la Chine, de loin le plus grand créancier, a vu sa part de la dette combinée due aux pays du G20 passer de 45% en 2013 à 63% fin 2019. Au cours de la même période, la part du Japon, deuxième créancier du G20, est restée globalement la même à 15%. Une plus grande transparence de la dette aidera de nombreux pays à faible et moyen revenu à évaluer et à gérer leur dette extérieure pendant la crise actuelle et à travailler avec les décideurs politiques pour atteindre des niveaux et des conditions d'endettement viables.